Donc, on a eu des leaks d'abord sur Reddit, puis j'ai réussi à choper ce PDF qui reprend en gros ce qui a été leaké sur Reddit, plus des petites pages en arabe. Voilà. Donc, alors, au niveau des datasheets, rien de passionnant, hein. On nous explique simplement ce qui nous a été expliqué sur les différents articles de Warhammer Community. Ce qu'on n'aura pas dans les leaks, c'est bien sûr les points, parce qu'on les aura lorsqu'ils vont leak tous les index. On nous explique brièvement l'objectif contrôle, mais ça on l'a déjà vu sur des articles de Warhammer Community. Après, c'est très, très basique. On nous explique rapidement qu'est-ce qu'un test de commandement, et c'est là où on a pu voir quelques coquilles dans les articles de Warhammer Community, parce qu'à un moment, ils nous mettent une image d'un intercesseur où ils nous disent le test de commandement, il faut faire plus que son résultat, alors qu'en fait, il faut faire plus grand ou égal. Total is greater than or equal to the best leadership characteristic in that unit. Ce qui veut dire que lorsqu'on va mettre des personnages dans une unité, s'ils ont un meilleur commandement, on va pouvoir utiliser leur commandement. Et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, petite rectification par rapport au test de commandement. Donc ensuite, on a les caractéristiques random. C'est souvent la détermination de l'attaque, etc. Ça ne change pas. Les capacités d'aura aussi, qui ne changent pas, suffira de lire la capacité. Et par contre, je me suis intéressé un peu à ce qu'il disait en Psychic Weapon and Abilities. Donc, il nous explique simplement que quelques armes et capacités sont utilisées par des psycheurs et sont souvent avec le mot-clé psychique. Et ils nous en disent pas plus, à part que ça inflige des attaques psychiques. Et ça, c'est pareil. Il manque pas mal de données autour du mot-clé psychique. Donc voilà, on a beaucoup de leaks, mais on n'a pas tous les petits ingrédients qui nous font du bien. Alors, la phase de commandement, voilà, comme on peut le voir, elle est séparée en deux parties. Une première partie, donc phase de commandement classique que l'on connaît, où là on va gagner notre point de commandement, enfin un point. Chaque joueur gagne un point de commandement, et on nous précise que au regard de n'importe quelle source, on ne peut pas gagner plus d'un point par tour de bataille. Et donc il faut bien différencier aussi le tour de bataille et le tour de joueur. C'est quelque chose aussi qui n'est pas précisé dans les leaks. Est-ce qu'on reste toujours sur quelque chose que l'on connaît de la V9, c'est-à-dire un tour de bataille comprend 2 tours de joueur. Un tour pour le joueur A et un tour pour le joueur B. Je pense que oui, mais sait-on jamais. Donc, dans cette première étape de commande, dans cette phase de commandement, eh bien, c'est là où on va appliquer un peu toutes les capacités qui nous disent, durant votre phase de commandement, faites un truc. Et du coup, c'est à ce moment-là. Et ensuite, une fois que vous aurez résolu toutes vos capacités qui se déroulent en phase de commandement, on va passer à la phase de Battle Shock. Donc là, c'est pareil, ce sont les unités qui ont moins de la moitié de leur effectif, vous faites un test de commandement, si vous le ratez, ça a été expliqué dans les articles de Warhammer Community, tu mettras le live en rediff sur YouTube. Oui, ce sera en rediff sur YouTube et non pas en rediff sur Twitch. Pas de souci. Et ils nous ont laissé une petite cerise en mode ouah, c'est quoi ça? C'est le Desperate Escape Test. Donc c'est si jamais on bat en retraite, on doit faire un test de Desperate Escape Test pour chaque figurine dans l'unité. On verra ce que c'est. Donc voilà, pour le Battle Shock. Et une fois qu'on a fini avec le Battle Shock Test, on va avoir quelques précisions sur qu'est-ce qu'une unité qui démarre avec son effectif de départ ou moins de la moitié, ou qu'est-ce que l'on appelle une unité qui est à moins de la moitié de son effectif de départ. Pour effectif de départ, c'est lorsque vous construisez votre unité, au moment où vous la déployez en gros, c'est une unité qui starting strange, donc qui débute avec son effectif de départ. Lorsque c'est une unité donc qui est moins de la moitié de son effectif, c'est soit une unité qui a moins de la moitié de son effectif de départ, donc si vous avez une unité de 10 et que vous êtes à 5, vous êtes à la moitié, vous n'êtes pas à moins. Par contre, si vous êtes à 4, là vous êtes à moins de la moitié. Par contre, si c'est un personnage, donc une unité avec une seule figurine en effectif, tout dépendra de son nombre de points de vie. Par exemple, il a 4 points de vie, à 2 points de vie, il a la moitié, il est pas moins. Par contre, lorsqu'il a moins de la moitié de points de vie, donc 1 point de vie, là, il est en below half strange, donc à moins de la moitié de son effectif. Et ça, c'est une notion qui est assez importante dans la 10e édition, qu'on ne retrouvait même pas avant, il me semble. C'est que même si vous avez des unités qui forment qu'une figurine, souvent ça va être les personnages ou les héros épiques, du coup ils ont souvent beaucoup de points de vie et du coup il faut avoir moins de la moitié. Je pense que c'est plus rentable d'avoir des personnages avec peu de points de vie, souvent parce qu'ils vont pouvoir être attachés à une unité, etc. Et avoir des personnages qui ne peuvent pas être attachés, même s'ils ont l'aune opérative. Je pense qu'avoir des persos qui ont beaucoup de points de vie, c'est moins intéressant en termes de below half range, donc pour les tests de Battle Shock, que par exemple, je sais pas, Be'lakor, je sais plus, en plus, Be'lakor, je sais pas, genre, s'il a 16 points de vie, dès qu'il a 7 points de vie, donc il a encore de la marge avant de mourir, il devra faire ses tests de Battle Shock. Bon, je pense qu'il a un commandement qui
est très bon, hein. Mais potentiellement, vous avez un bel accord qui, vous pouvez pas utiliser de stratagème dessus, il vaut pour 0 en contrôle d'objectif, et si jamais il désengage, il se prend des Desperate tests. Donc ouais. Alors qu'un personnage aura 4 points de vie, bah, c'est à partir du moment où il lui reste 1 point de vie, donc il est presque à l'article de la mort. Donc là, faire des tests, bon, bah, souvent, c'est un peu le perso, il lui reste un PV, c'est bon, bah, écoute, advienne que pourra, si tu survis, tant mieux, si c'est pas le cas, tant pis. Donc ouais, il y a une notion un peu d'équilibre là-dessus que je trouve plutôt intéressant. Bon, il nous explique que Destroyed, c'est quand ils ont plus de points de vie, hein. Attached unit, donc on a quelques personnages qui auront la capacité leader, et qui pourront donc rejoindre des unités que l'on appelle bodyguard unit. Je sais pas si vous vous rappelez un peu de l'article de Warhammer Community, où vous aviez le lieutenant et il vous mettait une liste d'unités que le lieutenant pouvait rejoindre. Bien du coup, ces unités qu'il peut rejoindre sont dites bodyguard. Et du coup, le personnage qui les rejoint est dit unité attachée, parce que c'est la combinaison des deux. Je pense que tout le monde l'avait compris. Mais sait-on jamais, on a le droit de ne pas savoir. Alors, je sais plus si c'est là qu'ils nous le disent. Non, ça doit être en phase de tir. Au moment où ils ont sorti cet article, je supposais que du coup, pour tuer un personnage qui était dans une unité, il fallait vraiment overkill l'unité avant de passer au personnage. Et effectivement, on le verra plus tard, je pense, pour pouvoir en fait mettre des dégâts sur notre personnage qui est attaché à une unité, va falloir d'abord, la personne qui contrôle l'unité attachée est obligée de répartir, d'allouer les dégâts sur ces figurines de l'unité avant le personnage. Sauf si on a un mot-clé, on le verra plus tard. Et ce, même si le personnage a déjà perdu des points de vie. C'est-à-dire que si vous avez, je sais pas, genre un capitaine qui a 6 points de vie et il a subi, je sais pas, il a perdu un point de vie, il est à 5, et vous avez une unité qui est full life, et bah du coup, lorsque vous allez prendre des dégâts, qui n'ont pas de mots-clés précis pour cibler le personnage, vous allez d'abord devoir les allouer aux figurines de l'unité bodyguard avant votre personnage. Par contre, si votre adversaire vous inflige suffisamment de dégâts pour détruire votre unité bodyguard et qu'il vous reste encore des dégâts à allouer, vous devez les allouer à votre personnage. Donc il va vraiment, pour essayer de tuer de one-shot, on va dire, des personnages attachés, va vraiment falloir overkill les unités pour qu'il y ait des dégâts qui se répartissent sur le personnage. Voilà. Bon, hop, ça on passe. On passe donc à la phase de mouvement, donc qui a 2 étapes. Le mouvement des unités et le reinforcement. De ce que j'ai lu, il n'y a rien qui change réellement de la V9. Voilà, si vous êtes à portée d'engagement, soit vous restez stationnaire ou vous désengagez. Celles qui restent stationnaires n'ont pas bougé. Ceux qui ont fait un mouvement normal, c'est leur caractéristique de machin. Ceux qui ont fait l'advance move, bah, vous ajoutez un D6 avec. Et vous ne pouvez pas tirer ou déclarer de charge si vous avez advance, sauf si vous avez des capacités qui permettent d'outrepasser tout ça. Oui, si, ouais, Clorène, c'est vrai. Phase de mouvement, on peut passer à travers nos propres figurines. C'est vrai que je mets ce détail qui peut être important parce que souvent en V9, on essayait d'abord de voir, bon bah ok, celle-ci je veux l'amener là, mais vu que je suis bloqué par celle-ci, il faut que je la bouge d'abord. C'est vrai que maintenant on peut la traverser, mais on ne peut tout de même pas finir son mouvement par-dessus une figurine. Donc ce sera à vous de voir. En gros, pour les monstres et les véhicules, vous ne pouvez pas traverser les monstres et les véhicules amis, vous êtes obligé de les contourner. Là, on va arriver sur quelque chose d'intéressant, le fallback move et le desperate escape test. Maintenant, lorsqu'on va pouvoir désengager, on va pouvoir traverser les figurines ennemies. Lorsque l'on désengage, bon, ils nous disent, voilà, on peut pas charger ou tirer, sauf si on a une règle, patati, patata. Par contre, quand on désengage, on a le droit de traverser justement les figurines ennemies. Ou avant, il nous fallait forcément un mot-clé pour pouvoir faire ça. Désormais, on peut le faire de base, mais si on n'a pas le mot-clé Titanic ou le mot-clé vol, pour chaque figurine qui traverse une figurine ennemie, comme c'est expliqué là, hein, les Marines désengagent, ils traversent tous en désengageant, traversent cela, et bien du coup, chaque figurine qui traverse va devoir faire un test d'évasion désespérée, desperate escape. Et donc ce test en fait est simplement un jet de dés que vous faites pour chaque figurine. Et lorsque vous obtenez un 1 ou un 2 sur votre dé, là vous voyez sur le jet il a un 1, un résultat 2, deux résultats 4 et un 6. Donc du coup il a 2 figurines qui meurent parce qu'il a un 1 et un 2, donc 2 figurines meurent sur le désengagement parce qu'il a traversé des unités. Il y a aussi un autre moyen de faire un test d'escape, enfin desperate escape test. Et si jamais votre unité de base est battle shock, que vous désengagez même sans traverser de figurines ennemies, vous devez faire un desperate escape test. Donc clairement sur cette version, le battle shock est une mécanique qui est très importante à prendre en compte. Et ça c'est une mécanique qui est très intéressante parce que effectivement autrefois les unités désengageaient un peu à la wall again, à la beast to fly, sauf que maintenant le désengagement il sera pas si gratuit et on va pouvoir retrouver enfin cette stratégie de cercueil, donc d'encerclement, c'est-à-dire que lorsque vous encerclez complètement une unité, forcément s'il désengage il va devoir
devoir travailler, enfin il va devoir traverser vos figurines et donc il va devoir faire un test d'évasion désespéré. Donc là ce sera vraiment une grosse micro-gestion sur tout ce qui est peeling, consolidation, etc. Spoiler, ça reste. Donc on peut continuer. Donc là on nous explique, voilà, moving over terrain. Donc en gros, les terrains qui font 2 pouces ou moins, on s'en fout, on ne mesure pas. Par contre, dès que c'est plus de 2 pouces, là va falloir grimper. Donc là on nous le montre. Il traverse le tuyau en mode on s'en fout, on mesure pas le tuyau. Par contre, vu qu'ici il fait plus de 2 pouces, il fait 3 pouces, et ben on va devoir calculer le fait de climb, de grimper. Ensuite, on nous explique, bah voilà, lorsque vous avez le mot-clé vol, vous pouvez faire vos mouvements normaux, d'advance, battre en retraite. Vous pouvez justement traverser les unités ennemies comme si elles n'étaient pas là. Donc pas besoin de faire de test désespéré si vous avez le mot-clé vol. Et là, je pense qu'on va toujours rester de toute façon sur des versions où le mot-clé vol est très puissant. Vous allez le voir en plus durant la phase de charge. Donc voilà, on peut traverser sans aucun souci. Aussi, on nous explique par rapport au bâtiment. Donc au niveau de la mesure, c'est bien des mesures en diagonale. La manière dont on mesure désormais pour les figurines qui volent lorsqu'elles bougent, et elles peuvent passer par-dessus, vous voyez, une unité ennemie. Elle ne finit pas à portée d'engagement de l'unité ennemie et elle ne finit pas sur une figurine ennemie. Donc le mouvement est validé. Ensuite, une fois qu'on a fini de bouger, de fallback, d'advance, etc., on arrive sur l'étape de reinforcement. Et donc, bon, ça change pas grand-chose, hein, c'est l'arrivée des renforts, de ceux qui sont en deep strike. Donc on retrouve le mot-clé frappe en profondeur, et ça c'est cool. Bon, voilà, on nous dit, bon, il suffit de suivre les règles de réserve stratégique qu'on verra un peu plus tard. Phase de tir. Bon, on nous explique que on ne peut pas tirer si on a avancé à ce tour, sauf cas spécifique, on verra pour les armes d'assaut. Enfin, pour tirer, il faut pas que non plus l'unité est battue en retraite, sauf exception. À chaque fois, c'est toujours sauf exception, hein. Donc, au niveau de la sélection des cibles, rien n'a changé. On nous explique, voilà, le lone opératif, donc à moins que ce soit une unité attachée. Cette unité peut seulement être sélectionnée comme la cible d'une attaque à distance par des figurines en fait attaquantes qui sont à 12 pouces. Si vous êtes à plus de 12 pouces, c'est mort. Et ça, on l'avait déjà vu. Donc, faire les attaques à distance. On a une petite chose aussi qui change, surtout sur ce paragraphe Big Gun Never Tire. On nous dit bloquer en combat, une unité n'est pas éligible pour tirer si elle a portée d'engagement. Ça ne change pas. Une unité à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités de votre armée ne peut pas être sélectionnée pour tirer avec des armes à distance, sauf si elle est monstre ou véhicule, avec des règles d'exception qu'on peut voir dans Big Gun Never Tire, ou si on tire avec des pistolets. On a la règle Stealth qui nous dit, bah, si vous avez la règle Stealth, c'est juste que vous infligez un -1 pour être touché. Et du coup, comme en V9, on ne peut pas cumuler plus de -1 en malus de touche et plus de +1 en bonus de touche. Et je pense que les -1 et les +1 peuvent s'accumuler pour justement varier les malus bonus là-dessus. Alors, Big Gun, ça ne change pas, sauf donc les monstres et les véhicules peuvent toujours tirer à portée d'engagement sur l'unité contre laquelle ils sont engagés, sur des unités éligibles. Par contre, ouais, on peut plus splitter par rapport à la V9 où on pouvait splitter. Ensuite, on a le dernier paragraphe et c'est celui que je trouve le plus important. Et vous pouvez sélectionner une unité ennemie, monstre ou véhicule, à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités de votre armée, comme la cible de vos armes à distance. À chaque fois qu'une figurine de votre armée fait des attaques à distance contre cette cible, à moins qu'elle ne soit équipée de pistolets, vous soustrayez 1 au jet pour toucher. Donc ça veut dire, j'ai un monstre qui est engagé avec une unité A, j'ai une unité B qui n'est pas engagée, je peux tirer contre le monstre ou le véhicule, parce que ça reste ça, ennemi, est engagé avec mon unité A. Ça, c'est un sacré changement, parce qu'en fait, avant, on ne pouvait pas en V9. Si c'est 2 unités d'infanterie, par exemple, ou unité de bête et unité de cavalerie, vu qu'ils sont ni monstres ni véhicules, on ne peut pas tirer sur la mêlée. Alors, on nous dit quand même, dans le designer note, une unité qui est à portée d'engagement d'une unité monstre ou véhicule n'est pas éligible pour tirer, et donc elle ne peut pas faire d'attaque à distance contre les monstres et les véhicules. Par contre, les autres unités de votre armée sont éligibles pour tirer sur la cible du monstre et du véhicule. Donc voilà, gros changement du coup V10. On peut tirer dans une phase de mêlée à partir du moment où un véhicule monstre est engagé dedans. Bien sûr, je ne parle pas de l'unité qui est à portée d'engagement, sauf si elle a des pistolets ou une capacité type Battlesuit V9. Alors je sais pas si les Battlesuits seront reconduits de la même manière, mais en tout cas, c'est toujours possible. Ok, phase de charge. Alors, dans la phase de charge, vous pouvez voir déjà, on n'a pas d'héroïque intervention. On a Select Eligible Unit, Select Target, Make a Charge Roll, Make Charge Move, Repeat for Next Eligible Unit. On nous précise quand même qu'on a un bonus de charge, donc qui ne change pas de la V9. À chaque fois qu'une unité fait un mouvement de charge jusqu'à la fin du tour, cette unité a la capacité Fight First, donc combattre en premier. Donc on nous explique brièvement quelles sont les unités qui peuvent charger, etc. Une unité ne peut pas charger si elle a plus de 12 pouces, elle ne peut pas advance et charge ou fallback et charge dans le même tour, sauf capacité spécifique.
explique, elle ne peut pas déclarer de charge si elle est à portée d'engagement d'une unité ennemie, enfin de figurine ennemie, et sinon elle peut pas charger si elle est aircraft. Charger avec une unité, bon, on nous explique brièvement, et là il n'y a pas grand chose, il n'y a rien qui change il me semble. La seule chose si qu'on nous dit, c'est si durant votre mouvement de charge, vous pouvez potentiellement, avec la distance que vous parcourez à la charge, arriver en base to base, donc en socle à socle, vous êtes obligé de vous mettre en socle à socle. Et dans un premier temps, vous devez vous rapprocher de la figurine ennemie la plus proche, et si votre distance de charge vous permet d'être socle à socle, vous devez le faire. Donc ça, c'est un gros changement. C'est-à-dire que les tricks de « ouais, je vais faire tout le tour de ta figurine, comme ça ensuite à la conso, c'est elle la plus proche pour que je recontinue à contourner », bah c'est plus possible. Parce que si vous êtes capable d'arriver en base to base, en socle à socle, vous devez le faire. Salut Hannibal. Et ça, c'est ultra important parce que du coup, ce sera beaucoup plus difficile de cercueil une unité ou d'encercler une unité adverse de cette manière. Alors, c'est pareil, spoiler, il n'y a aucune information à savoir si la portée d'engagement a été modifiée ou pas. Donc, il faudra avoir le bouquin de règles en entier pour voir si la portée d'engagement change. Pour l'instant, je ne peux pas apporter de précision là-dessus. En V10, je fais un jet, je sais pas, genre je fais 10 pouces. Vu qu'en faisant 10 pouces, vous voyez, hein, j'arrive très loin, 10 pouces, je peux arriver là. Voilà. Sauf qu'en fait, potentiellement, ce qui pouvait être fait, c'est genre 10 pouces, on faisait comme ça, en V9, et on faisait ça. Sauf que maintenant, en V10, c'est plus possible. C'est-à-dire que au mieux, vu que mes 10 pouces me permettent d'arriver là, maintenant, les 10 pouces, tac, comme ça, là, eh ben, plus possible. Parce qu'on nous dit, si vous pouvez le faire, vous devez le faire. Et you must, vous êtes obligé. Et ben, du coup, au mieux, vous pouvez genre faire un base to base comme ça. Voilà. Hop. Donc, je disais, si ici, on a 2,4, que je fais ça avec ma distance de charge, ouais, bah, je suis forcément plus proche. Alors, après, ce que j'ai envie de voir, c'est, est-ce que, alors, donc plus proche de l'unité, donc en gros, oui, donc mon move, il marche. Mon move, comme ça, il marche. Par contre, clairement, je ne peux plus faire ça. Parce que déjà, j'ai pas fini plus proche. Par contre, ce qu'il est possible de faire... Alors, il n'y avait pas le base to base. Ce qui était possible de faire, c'est que vu qu'il y a 2, j'avais dit 2,4, et ben je pourrais être à 2,3, genre, ici. Et du coup, je finis plus proche. Mais vu qu'on nous dit, si vous pouvez être base to base, vous devez base to base. Et ça change beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Parce que, imaginons, je sais pas, j'ai pas mis de scénar, mais y a pas... Voilà. Typiquement, il y a un objectif là, avec les 10 pouces, je pouvais prendre l'objectif, parce que j'étais pas obligé d'être base to base. Mais vu que je suis obligé d'être base to base, et ben je peux pas contrôler l'objet à côté. Et donc oui, ça change plein de trucs. Plein de trucs. Donc bref, continuons, je vais juste... Hop, comme ça, je reviendrai sur TTS, parce que vous voyez, vous le mettez, il y a TTS, il n'y a pas TTS. Ah si, il y a TTS, il n'y a pas TTS. Bref, allez, on reprend le PDF. Donc ouais, ça par contre, ça change beaucoup de choses sur la microgestion de la mêlée. Donc on peut plus vraiment faire de projection. Bon, ça, ok, all of the conditions. Donc, lorsqu'on finit notre mouvement, on doit satisfaire à toutes les conditions. Donc, la première condition, bouger vers l'unité la plus proche. Quand l'unité est sélectionnée, finir notre mouvement de charge au plus proche. Et la deuxième condition, si on peut être base to base aux figurines de l'unité qu'on a sélectionné à notre charge, on doit base to base. Allez, je pense que j'ai assez insisté là-dessus. Donc là, on va avoir des petites précisions pour charger à travers le terrain, par-dessus le terrain, etc. Donc, comme durant la phase de mouvement, on nous dit, bah, tout ce qui est une hauteur de 2 pouces au moins aux F, on s'en fout. Par contre, dès que ça dépasse les 2 pouces, là, il faut compter. Et donc là, on voit bien qu'on a un étage de 3 pouces. Donc sur notre jet de charge, il faut le prendre en compte. Donc là, il a 2 pouces, 3 pouces et 2 pouces et demi pour arriver à portée d'engagement. Alors j'ai essayé de lire un peu pour voir si indirectement, il ne nous donnait pas la distance de la portée d'engagement. Mais non, on n'a rien dessus. En tout cas, rien de clair là-dessus. Ensuite, là, on a un gros changement. Les unités qui chargent avec le mot-clé vol. À l'heure actuelle, une unité vol, si elle n'avait pas les bons mots-clés pour traverser des ruines ou passer par-dessus, elle ne pouvait pas le faire. Typiquement, un Falcon, Eldar, qui a le mot-clé vol, qui charge une unité, ne peut pas traverser une ruine. Maintenant, il peut passer par-dessus, sans aucun souci. Donc, gros hub des motos custo, des motos jet, mais je pense aux monstres volants, genre le prince tyrannide, avec les ailes, qui gagne le mot-clé vol, il est monstre, il pouvait pas traverser la ruine, bah maintenant il peut. En fait, il va y avoir plein d'unités comme ça, véhicules vol, monstres vol, qui peuvent être fat. Genre, le Lord Invocatus, ouais si c'est ça, il a le mot-clé vol. Les cavaleries vol, donc du coup, quand il chargeait, il pouvait pas traverser la ruine parce qu'il est cavalerie. Par contre, maintenant, en V10, il peut passer par-dessus la ruine pour atteindre l'unité si il peut se poser tranquillement. Donc voilà, donc ça c'est un gros changement. On peut traverser aussi les unités ennemies. Du moment qu'on finit notre mouvement de charge sans être à portée d'engagement de l'unité qu'on n'a pas ciblée à notre charge, eh bien c'est cool. Mortarion, oui ailleurs, tu as parfaitement raison. Mortarion, Magnus, bref, tout Bellacore, le duc du changement, Kéros, en fait tous ces gros culs
avec des ailes vont pouvoir le faire. Un pâté d'infanterie derrière une ruine pourrait bloquer le placement. Oui, exactement. Alors après, faut pas non plus que, tu sais, à travers le mur, tu puisses avoir ta portée d'engagement. Si la portée d'engagement, ça reste 1 pouce. Tac. Si t'es là, tu veux un peu move block avec je sais pas combien de scorpions. Ça fait beaucoup de scorpions. Voilà, genre, je sais pas, il a un mouvement de 3 qui... Ah mince, il y a forcément des figurines, je peux pas me poser. Mais vu qu'ici, t'es 1 pouce, hop, je peux toujours rester devant mon mur et te taper. Tout dépendra de la portée d'engagement, évidemment. Donc ça, c'est toujours possible. Donc ça, ok. Ensuite, on passe à la fight phase. Donc une fois que vous avez fait vos charges, que vous avez respecté les machins, les portées d'engagement, la mesure des terrains, etc., etc., on passe. Donc aucune unité ne peut combattre plus d'une fois par fight phase, sauf si vous avez un truc qui dit le contraire. Donc ça, c'est les unités qui peuvent combattre. C'est soit elles sont à portée d'engagement, soit elles ont chargé. Donc maintenant, c'est pareil. Sur la phase de combat, fight first. Donc ouais, maintenant on a 2 étapes de combat. Alors V9, on avait l'étape des unités qui combattent en première. Ensuite, on avait l'étape des unités qui combattent normalement. Et ensuite, on avait l'étape des unités qui combattent en dernière. Là, on a une modification. Là, ça semble être une modification. Maintenant, on a le fight first. Donc les unités qui ont fight first combattent pendant cette phase. Et on a le remain combat. Donc le combat normalement, je dirais, où ce sont des unités qui ne sont pas éligibles pour le fight first, ou des unités qui ont perdu leur fight first. Donc moi, ma première question, je suis allé voir là, vite fait, donc fight first, unit that can fight first do so, et remain combat, remaining units that can fight do so. Voilà. Ma question c'est, ok, alors du coup, on n'aura plus de combattre en dernier, ou alors ce sera forcément dans le remaining combat, ou alors ils peuvent dire, ce sont des unités qui doivent attendre que toutes les autres qui ne sont pas fight last puissent s'activer. Bref, on a encore des questions par rapport à ça, je suis assez curieux. Ensuite, on passe au peel-in. Donc, peel-in, quand une unité peel-in, vous pouvez bouger chaque figurine de votre unité qui ne sont pas base to base, avec une figurine ennemie, et vous pouvez bouger de 3 pouces. Pareil, vous devez rester en cohérence d'unité, vous devez vous rapprocher de l'unité de la figurine ennemie la plus proche, et si vous pouvez base to base, vous devez le faire. Voilà. Donc, on a toujours cette double priorité, et de se rapprocher de la figurine la plus proche, et si vous pouvez contact base to base, you must do. Donc vous devez le faire. Ça, c'est aussi intéressant. Ensuite, on nous dit faites vos attaques de mêlée. Ça diffère. Je crois pas qu'il y ait de différence. Which model fight? Voilà. Quelles figurines peuvent combattre? Donc, quand une unité fait des attaques de mêlée, seules les figurines de l'unité qui sont à portée d'engagement d'unité ennemie, et c'est là où c'est intéressant, ou base to base avec une autre figurine qui est base to base, parce qu'ils auraient tout simplement pu dire, au lieu de portée d'engagement, ils auraient pu dire les figurines qui sont base to base avec une figurine ennemie peuvent taper, et les figurines amies qui sont base to base à une autre figurine amie et base to base, je dis beaucoup base, c'est pas un live de porno, je vous assure, on va dire socle à socle, à une figurine ennemie peuvent taper. Non, là on parle bien de portée d'engagement, donc ils font bien en fait le distinguo entre le socle à socle et la portée d'engagement. Donc implicitement, la première question c'est, parce qu'on ne peut pas y répondre à l'heure actuelle, il y a forcément un paragraphe qui traîne, qui nous dit qu'est-ce que la portée d'engagement. Ensuite, sélectionnez votre arme, faites vos attaques, patati patata. Ça, de mémoire, rien n'a changé. Ce qui change, c'est juste cette notion de charge, de socle à socle, etc. Une fois que vous avez fini vos attaques, vous avez le droit à un mouvement de consolidation, et là, c'est pareil. Vous devez rester en cohérence, vous devez vous rapprocher de la figurine la plus proche, et si vous pouvez base to base, vous faites du base to base. Bon, faut préciser quand même que maintenant, on ne peut utiliser qu'une seule arme pour attaquer, à part cette petite précision, mais je pense que sur la conception faite des datasheets, ce sera clair qu'on ne peut utiliser qu'une seule arme, et je pense que dans les options, ils vont peut-être pas nous permettre d'avoir plusieurs armes de mêlée, ou alors ce sera avec le mot-clé extra attaque, comme on a pu voir sur, je crois, c'est le gardien des... Non, c'est Adeptus Mechanicus avec Belisarius Call, où il y a pas mal d'extra attaques, et du coup, en fait, vous faites vos attaques de d'une arme principale, où il n'y a pas écrit extra attaque, et du coup, ensuite, vous avez d'autres attaques possibles avec d'autres armes, mais seulement si elles ont la règle extra attaque qui vous permet de faire des attaques supplémentaires, mais avec un profil bien défini. Ok. Ah oui, si, pardon, il y a ça aussi qui est bien. J'ai oublié de check, est-ce que dans le peel-in, il y est aussi? Peel-in, non, il y est pas. Alors ça, par contre, dans la conso, c'est fort. Enfin, c'est fort. C'est un changement qui est très intéressant. C'est-à-dire que maintenant, je vais rendre TTS. Voilà, on est là, on est engagé. Alors attendez, que je reprenne l'exemple. Donc si ces conditions ne peuvent pas être faites, alors chaque figurine de l'unité peut à la place faire un mouvement de consolidation vers le marqueur objectif le plus proche. Mais seulement après l'avoir fait, et seulement si vous pouvez être à portée de l'objectif marqueur. Là, ça va changer. Alors, ça veut dire blablabla, je fais ma peel-in, patati patata, je suis base
to base, pouf, je tue les scorpions. Eh bien, admettons l'unité la plus proche, elle est genre ici, voilà, elle est là. Bah les 3 pouces, je pourrais pas être à portée d'engagement ou base to base contre eux parce qu'ils sont trop loin. Par contre, donc du coup, cette condition-là, je peux pas l'avoir. Donc j'ai pas le droit de bouger. Mais du coup, on a une deuxième règle qui s'ajoute au mouvement de consolidation, et qu'on a le droit de se rapprocher de l'objectif marqueur le plus proche, mais seulement si on finit notre mouvement de consolidation sur l'objectif, enfin à portée de l'objectif marqueur. Si la portée de l'objectif marqueur, parce qu'à la base l'objectif marqueur c'est ça, et c'est pas ça, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a quand même les 3 pouces en gros de l'objectif marqueur. Ouais, enfin, si c'est toujours le cas en tout cas. Ils ont pas modifié les objectifs marqueurs, ça c'est pas dit dans les leaks, donc s'ils l'ont changé, bah tant pis. Ils l'ont pas changé. Il faut arriver, alors attendez que je me remette, but only if after doing so that unit is within range of the object. Voilà, c'est à portée de l'objectif marqueur. Donc c'est bien ce grand cercle. C'est pas sûr. Non, je crois qu'en plus on n'a pas le droit de bouger sur les objectifs marqueurs en V10, il me semble. On n'a pas le droit de les cacher par quoi que ce soit, ni des décors ou autre. Les marqueurs n'ont pas la portée. Hein. Ça c'est toujours possible, mais voilà. On peut plus genre faire un truc comme ça là. On peut plus, mais en fait on peut plus cacher l'objectif marqueur. Il doit toujours être visible. Alors du coup, là mouvement de consolidation, vu qu'ils sont trop loin, que je peux pas être à portée d'engagement ou base to base, bah du coup j'ai le droit de faire mon mouvement de consolidation pour me rapprocher déjà du marqueur objectif le plus proche, mais seulement si j'arrive dans la portée de l'objectif marqueur. Par contre, si mon unité était genre, là je tue les scorpions, bah, je peux pas aller ici parce qu'ils sont trop loin, et si je fais 3 pouces, bah je suis trop loin, je peux pas être dans la portée de mon objectif le plus proche, et bah dans ce cas-là, j'ai pas le droit de faire de mouvement de consolidation. Et ça va changer beaucoup de choses. Et bah ça c'est plus possible. Parce que si vous êtes trop loin du marqueur objectif le plus proche, oh il y a celui-là, ok, je peux aller là, j'ai le droit parce que voilà. Mais admettons, Kenyanias, je les connais, voilà, je suis en ligne comme ça. Je suis trop loin du marqueur objectif le plus proche, voilà, et je suis trop loin de eux, et je suis trop loin de eux, et bah je peux pas faire mon mouvement de consolidation. Donc je reste comme ça, en file indienne dans la pampa, et je vais me faire allumer durant le tour de mon adversaire. Donc du coup, la phase de charge, je trouve que la V10 pour l'instant s'oriente beaucoup vers une version qui va privilégier, on va dire, le tir par rapport à la phase de combat. Parce qu'on a beaucoup de garde-fous, et ça je suis très content, ça évite de faire n'importe quoi. Et du coup, vu qu'il y a beaucoup moins de carcans entre guillemets avec la phase de tir, parce que je rappelle, phase de tir, si je suis engagé avec le monstre là, j'ai une unité qui est ici là. Alors eux peuvent tirer dans la mêlée contre un monstre ou un véhicule seulement s'ils ont des pistolets ou une règle qui dit vous pouvez tirer à portée d'engagement, patata. En dehors de ça, ils peuvent pas tirer contre lui. Par contre, cette unité là, elle n'est pas engagée à portée d'engagement, donc elle peut tirer sur le monstre ou le véhicule. C'est pour ça que je précise monstre ou véhicule. Eux peuvent tirer, mais ils auront un malus de -1 pour toucher, parce qu'il est engagé avec une de mes unités. Par contre, ce qu'il n'est pas possible de le faire, si j'étais engagé avec les scorpions, parce que les scorpions ne sont pas monstres ou véhicules, ils sont infanterie. Voilà. Eux, du coup, ne pourraient pas tirer sur eux parce qu'ils ne sont pas monstres ou véhicules. Donc voilà, c'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, clairement, on privilégie la phase de tir à la phase de mêlée. La phase de mêlée, on vous dit, vous êtes obligé de socle à socle, vous êtes obligé d'être à portée d'engagement, d'être socle à socle, de vous rapprocher de la figurine la plus proche, ou s'il n'y a pas de figurine la plus proche, bah c'est forcément vers l'objectif le plus proche, et si vous n'êtes pas à portée, et bah vous faites rien. Donc forcément, il y a quand même plus de carcans, on va dire, pour protéger un peu le jeu de la phase de combat que de la phase de tir. Et avant, on ne pouvait pas tirer sur un monstre ou un véhicule qui était engagé en mêlée, et maintenant on peut. Donc vraiment, il y a... C'est ça un peu qui me fait peur. Après, on sait que sur la phase de tir, ils ont réduit fortement les pénétrations d'armure. Donc j'ai envie de dire à voir. Donc la consolidation, gros changement quand même, hein, par rapport à ce qu'on connaît en V9, on peut plus faire tout et n'importe quoi. On enchaîne, bon. Les 5 thermagontes bleus, ils te disent qu'ils sont à portée d'engagement des Sternguard. Donc ils peuvent s'activer pour combattre. Parce qu'il faut soit être à portée d'engagement quand tu t'actives, soit en base to base, donc en socle à socle. Ça c'est pour les bleus. Les rouges, en gros c'est ce qu'on appelait, alors en V9 c'était faut être à 0,5 d'une figurine qui est à 0,5. Là maintenant ils ont simplifié en mode les figurines qui sont en socle à socle et une figurine de votre unité qui est déjà en socle à socle contre une unité ennemie, elles peuvent taper. Donc vous voyez que ces trois là sont en socle à socle avec, alors celle-ci elle est en socle à socle avec celle-ci qui est en socle à socle contre ce Sternguard, et ces deux là sont en socle à socle sur cette figurine qui est en socle à socle contre celui-ci. Mais dire que la portée d'engagement n'existe plus alors que sur l'exemple on nous montre que ce Thermagaunt n'est pas en socle à socle avec contre ce Sternguard, parce qu'ils disent bien Thermagaunt are within engagement range of the Sternguard vétéran, lui est donc à portée d'engagement. Donc là il va falloir voir ce qu'est la portée d'engagement. Faire les attaques, le jet de touche, ça ne change pas. Au niveau des jets de touche, rien ne change. On nous précise juste que lorsqu'on fait un 6 pour toucher, c'est ce qu'on appelle un critical hit. Lorsqu'on fait un 1 pour toucher, ça échoue toujours. Et au niveau des malus bonus qu'on peut avoir au jet pour toucher, on ne peut pas excéder le -1 ou le +1. Je pense que ça va pouvoir s'accumuler et en faisant la soustraction du bonus et des malus, à maximum on aura -1 pour toucher ou +1 pour toucher. Ça c'est quelque chose que je déplore un peu. Ils auraient pu ouvrir un peu plus, genre je sais pas, faire
-2 maximum ou +2, parce que justement, c'était en V8, il y avait une certaine richesse, puisqu'on nous dit, dans tous les cas, si vous faites un 6 pour toucher, c'est une réussite. Donc ça veut dire que même une unité qui avait qui devait faire 7 ou plus pour toucher, touche dans tous les cas sur un 6. Point. En V8, je sais qu'on pouvait justement empêcher certaines unités de tirer parce qu'ils devaient faire 7 avec un D6, sauf qu'ils peuvent faire que 6 max. Et donc, juste avec ce carcan de critical hit, en faisant un 6 pour toucher, vous réussissez, peu importe les malus bonus. Si vous faites 1, vous échouez, ce qui fait qu'on aurait pu stacker en fait des bonus et des malus sans forcément avoir de grosses limitations dessus. Donc je trouve que c'est un peu dommage parce que là c'est pareil au niveau des armées de tir. Une armée de tir qui se dit au pire touche à 4+, parce que j'ai -1 pour toucher, pas grave. Hein. Donc j'ose espérer que sur la construction des codex, va y avoir quand même une construction assez intelligente pour éviter d'avoir des CT en permanence autour de 3+. Et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on a pu voir. Hein. Par exemple les Earthskin Warriors qui en V9 il me semble qu'ils touchent à 3+. Je vais vérifier si je dis pas de conneries. Et qui maintenant touchent à 4+. Non, ils touchent à 3+. Alors que là dans le Faction Focus League of Votan, on a pu voir que justement ils touchaient à 4+. Je ne dis pas trop de bêtises, tant mieux pour moi. La V9 était très kikou au niveau de la phase de test de morale, pour ainsi dire, elle ne servait à rien. Ici ça va redevenir très méchant, même si ce sera pas comme avant, ou comme tu fuis, si tu sors t'es mort ou rattrapé. Effectivement, je trouve que c'est peut-être la version de Warhammer 40 000 qui sera la plus intéressante sur les tests de morale. Vous le verrez dans ma vidéo qui sort à 17h, mais j'en parle en fait, où dans d'anciennes versions on avait des unités qui étaient sans peur, donc qui ignoraient les tests de morale, et au final au niveau compétitif on se retrouvait avec des armées qui étaient complètement immunisées au moral, ou la phase de morale, ou alors sur des versions où la phase de morale n'était pas très impactante, comme là en V9, écoute, je rate mon test, j'ai qu'un mort, je lance un dé, c'est sur des 1, j'ai un mort, non, c'était pas super impactant. Donc hit roll. Avec main one hit, ça de toute façon léger pour toucher, c'est pareil. Un 6 pour toucher, critical hit. Un 1 pour toucher, rate. Et on peut cumuler que maximum un bonus de -1 et de +1. On nous redonne le tableau DG pour blesser. Ça n'a pas changé. Si votre force est double de l'endurance, c'est 2+. Si simplement plus grand que l'endurance, c'est 3+. Si c'est égal à l'endurance, c'est 4+. Si votre force est plus faible que l'endurance, mais pas du double, c'est 5+. Mais si votre force est doublement inférieure à l'endurance, c'est sur un 6. C'est pareil, un 6 pour blesser est une critical wound, donc blesse, et vous faites un 1, ça rate, et vous pouvez pas accumuler plus de -1 ou +1 en bonus pour blesser. Lorsque l'on alloue les attaques, ça ne change rien. La seule chose qu'on vous donne quand même, non, je crois que c'est dans les règles de leader. Ouais, c'est dans les règles de leader. Donc on alloue les attaques comme avant, sans souci. Bon, on va avoir une modification quand on va parler des personnages, parce que lorsque vous avez un personnage qui est attaché à une unité, vous ne pouvez pas allouer les attaques au personnage tant que vous avez des figurines bodyguard, donc de l'unité à laquelle le personnage est attaché. Par contre, si vous avez des blessures, si par exemple tous vos bodyguards sont morts, il reste que votre personnage, vous avez encore des blessures à allouer, ça va forcément sur le personnage. Vous devez finir l'allocation des blessures sur le personnage. Donc voilà, donc faudra pas trop attacher de personnages à des unités qui sont un peu trop faibles en termes de résilience, parce que du coup on peut chercher à overkill l'unité pour justement que les blessures qui restent à répartir aillent forcément sur le personnage pour essayer de le tuer. Le jet de sauvegarde et de la pénétration d'armure, c'est la même chose, pareil. Par contre, on ne peut pas avoir plus qu'un bonus de +1 à la sauvegarde. C'est fini. Les Terminators en bouclier tempête dans un couvert léger qui peuvent atteindre une 0+ de sauvegarde, que vous pouvez cumuler dans certaines factions avec des stratagèmes qui vous donnent encore +1 à la sauvegarde pour être à sauvegarde -1. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez avoir qu'un +1 maximum sur vos bonus de sauvegarde. Leader, ok, c'est là. À chaque fois qu'une attaque cible une unité attachée, jusqu'à ce que les attaques soient résolues, toutes les attaques que vous faites doivent utiliser la caractéristique d'endurance des gardes du corps, de l'unité de garde du corps. À chaque fois qu'une attaque réussit à blesser une unité attachée, cette attaque ne peut pas être allouée au personnage. Même si ce personnage, même si il a déjà perdu un ou plusieurs points de vie, ou qu'une attaque a déjà été allouée à cette phase. Oui, quand vous commencez, mais ça change pas de la V9, quand vous allouez des blessures à une figurine, même s'il y a un leader dans cette unité qui a une endurance différente, vous devez finir avec cette figurine toutes les blessures avant de changer. Mais ça change pas de la V9. Je pense que tu ne dois pas faire du fast rolling parce que dans les règles de tir, d'attaque, ils disent toujours que tu fais un G par G, attaque
attaque par attaque, voilà, c'est ici. Où il parle du fast dice rolling. Donc le fast rolling où, bon, ils te sortent un blabla. Mais c'est vrai que si tu as des personnages avec une endurance différente, en fait, ils te disent juste que le fast rolling, c'est juste pour accélérer les choses et que effectivement les règles sont écrites pour que les dés soient lancés un par un. Donc ça veut dire que si jamais tu as un personnage qui a une endurance différente, je pense que tu dois pas faire de fast rolling, ou en tout cas, tu fast roll seulement le nombre de points de vie que tu peux détruire dans l'unité de bodyguard avant de faire tes jets pour blesser contre le personnage. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faudra séquencer. Je sais pas, tu as 50 tirs de bolter sur une unité qui comporte 5 points de vie plus un personnage, je sais pas, 3 points de vie, et bah du coup tu vas devoir faire tes jets pour toucher tu dois faire tous tes jets pour toucher, parce que bah ça c'est par rapport à ta caractéristique, et après pour blesser, tu vas devoir prendre, bah s'il y a que 10 points de vie dans l'unité de bodyguard, tu prends tes dés 10 par 10, et tu fais tes jets de blessure, lui ses sauvegardes, jusqu'à ce que les bodyguards soient détruits, et si te reste des dés encore pour tes jets pour blesser, et bah tu le feras sur l'endurance du personnage. En tout cas c'est comme ça que je le vois, parce que du coup chaque attaque est résolue une par une, et on suit les règles. Donc ouais, je pense que tu vas pas fast roll tous tes dés. En tout cas c'est la lecture que j'ai, et ils le disent bien, hein. Les règles pour les attaques ont été écrites en assumant le fait qu'elles sont résolues une par une, mais effectivement on va pas le faire sur 50 tirs, voilà quoi. En tout cas c'est la lecture que j'ai, peut-être que je me trompe lorsque les grands Manitou d'arbitre de la FEC, du WTC, de l'ITC, etc. Et de Games Workshop sortiront d'autres règles, mais à l'heure actuelle c'est comme ça que je lis les choses. Alors où on en était là. Donc ouais, les sauvegardes, pas plus de plus 1, donc fini les Terminators avec une sauvegarde à 0+, ou à -1. Et je trouve que c'est pas trop mal, dans le sens où ça évite justement des questions que j'ai eues en commentaire de certaines vidéos ou en message privé. Ouais, Bijorn, quand j'ai une sauvegarde à 0+, si je fais 1, est-ce que je la rate? Parce que 0+, même si je fais 1, mathématiquement, je réussis. 1, sur un jet de sauvegarde, comme c'est précisé ici, échoue toujours. Donc ta sauvegarde reste à 2+, c'est juste que tu peux encaisser plus de pénétration d'armure. Là, par contre, on nous dit bien que vos sauvegardes ne peuvent jamais être améliorées de plus 1. Donc, je pense que les plus 1 et les moins 1 s'additionnent toujours. Mais pour une save à 5+, tu peux pas être max à 4+, pas moins. Oui. Ah, mais peut-être que... Attends. Est-ce que pour ta sauvegarde à 5+, si on suit cette règle, donc au mieux, elle ne pourra jamais être améliorée au-delà de 4+. Parce que maximum, tu l'impactes de plus 1. Et si par exemple, tu as, en tout cas, ça va être ma lecture, si par exemple, tu as une PA -2, une PA... Ouais, si, -2, donc ta 5, elle saute, ta 5+, elle saute, mais que tu as diverses stratagèmes, règles qui te permettent d'avoir plus 4 à la sauvegarde. Du coup, tu fais plus 4 -2, donc ça te fait plus 2, donc tu restes en 4+, parce que tu peux pas avoir plus de plus 1. Oui, mais non, ça change rien à ce que je disais en fait. Alors oui, pour la 2+, ça va rien changer, parce que dans tous les cas, un 1 est un échec, mais tu peux être en 1+, avec ta sauvegarde à 2+, et encaisser une PA -1 pour rester en 2+, en fait. Et juste que du coup, la vraie question, c'est est-ce qu'on peut cumuler plus de plus 1 à la sauvegarde, permettant ainsi virtuellement d'encaisser plus de pénétration d'armure? Par exemple, j'ai une sauvegarde à 2+, j'ai +3 en sauvegarde à cause de plein de trucs. Donc du coup, je suis en sauvegarde -1. Il fait que si je me prends une PA -4, je suis en sauvegarde à 3+. Tu vois ce que je vais dire? Ou alors, je n'ai pas le droit d'avoir +4, donc au mieux c'est +1. Donc ma sauvegarde à 2+ passe à 1+, et PA -4. Salut Kuroy. A priori, tu peux avoir plus de save et ignorer la PA -2. En fait, c'est là où je me demande, quand ils disent « A saving throw can never be improved by more than +1 », donc une sauvegarde d'armure ne peut jamais être améliorée de plus 1, est-ce qu'ils veulent dire, si j'ai un stratagème qui me donne +2, je suis à couvert, je gagne +1, parce que ton arme est pas blablabla, que j'arrive à une sauvegarde de 0+, qui me fait du coup un bonus de +2 à ma sauvegarde d'armure de Terminator, ou est-ce que sur ce +2, en fait, je ne compte que +1, et après j'applique la pénétration d'armure. Ça, c'est quelque chose qui peut être questionné, parce que pourquoi préciser ça? Il me semble qu'en V9, ça, il le précise pas. Ouais, non, ça, elle n'existe pas, cette ligne. Donc je pense qu'on ne peut pas avoir un meilleur bonus que +1 à la sauvegarde, même en cumulant des règles qui te donnent +1 plusieurs fois, en fait, à la sauvegarde. Par exemple, j'ai un stratagème qui me donne +1, j'ai une capacité qui me donne +1, donc +2. Il précise ça, c'est qu'en fait, ce +2, virtuellement, n'existe pas. Et du coup, je ne compte que +1, qui fait que ma sauvegarde à 2 passe à -1, et contre une PA à 1+, et que si je prends une PA -2, du coup, je passe
passe à 3+. Alors que si j'avais le +2, ma sauvegarde à 2+, passerait à 0+, et reviendrait à 2+. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, cette petite phrase qu'ils ont ajoutée, elle peut être elle implicite d'autres manières de calculer la chose. Voilà. Je dis pas qu'il y a une version qui est mieux qu'une autre. Je dis juste que du fait qu'ils aient ajouté cette petite phrase en plus, il y a tout un questionnement qui dit est-ce que c'est plutôt cette version-là qui prévaut ou une autre? Moi, je me dis pourquoi mettre une phrase comme ça en plus si c'est pas pour faire une différence par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui? C'est tout. Si ça se trouve, c'est une phrase qui est random, hein. Les mecs qui l'ont mis, c'est juste dire en fait, quand vous faites votre cumul PA et bonus de sauvegarde, au mieux vous appliquez un +1. Ça peut être ça, et du coup, ça change rien. Donc, à débattre. Arbitre de la fake, dites-moi, n'hésitez pas. En tout cas, voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser par rapport à cette petite phrase. Ensuite, donc en infligeant les dégâts, de mémoire, rien change. Une figurine qui atteint les 0 points de vie, elle est détruite et retirée du jeu. Du coup, genre, me fait charger. Paf, il me fait des dégâts 4. Il me fait 3 blessures non, il me fait 2 blessures de dégâts 4. En V9, les dégâts ne se splitent pas sur les autres. C'est-à-dire, c'est pas parce que l'infiltrateur a 2 points de vie que la première blessure de dégâts 4, je dois la répartir sur une autre figue. Ça, c'est pas possible. V9, niet. V10, c'est toujours la même chose. En fait, vu que ça a 2 points de vie, je prends dégâts 4, ça ne se répercute pas sur lui. Et vu que je vous ai donné l'exemple de je subis 2 blessures, donc la première dégâts 4 m'en tue un parce que j'ai que 2 points de vie, tombe à moins 2 points de vie. Lui, il tombe à moins 2 points de vie, donc en dessous de 0, et à partir de 0, il meurt, donc ça meurt. Et donc, du coup, les surplus de dégâts ne partent pas ailleurs. Donc ça, c'est toujours d'actualité. Donc ça, c'est toujours bon. Les Mortal Wounds, c'est toujours la même chose. Là, les dégâts se splitent parce qu'on les résout un par un. Et il me semble que... Voilà, c'est ici. Une attaque inflige des blessures mortelles en plus des dégâts normaux, mais que les dégâts normaux sont sauvés sur la séquence de sauvegarde. L'unité cible souffre quand même des blessures mortelles comme décrit. Donc là, ça nous dit que on fait d'abord, donc comme en V9, pareil, ça ne change rien. Si par exemple, c'est la relique du chapelain Primaris qui dit que lorsque vous faites un 6 pour blesser, vous infligez une blessure mortelle en plus de vos dégâts normaux. D'abord, vous appliquez le jet de blessure, les dégâts de l'arme, et ensuite on résout les blessures mortelles. Donc ça ne change rien par rapport à la V9, c'est toujours pareil. On a un petit encart pour la Feel No Pain, l'insensible à la douleur, X, et donc du coup ça permet d'ignorer et les blessures mortelles qu'on pourrait prendre et les dégâts classiques. Donc ça, il n'y a plus de différence. Vous avez une blessure mortelle, vous avez une insensible à la douleur contre les blessures mortelles. Il y avait même 3 cas, je crois. C'était genre, vous avez une insensible à la douleur contre les dégâts contre n'importe quel dégât. Vous aviez aussi la blessure mortelle, l'insensible à la douleur contre les blessures mortelles. Et vous aviez aussi une autre qui était un peu plus rare. C'était vous avez une insensible à la douleur contre les blessures mortelles durant la phase psychique. La V9. Là en V10, insensible à la douleur, basta. Deadly Demise. Alors donc ça, c'est tout ce qui est monstre en général et véhicule. Vous savez, lorsqu'il est détruit, vous lancez un dé sur un 6, il explose. Là c'est pareil. Et il explose à 6 pouces, donc c'est fixe. Ils nous disent bien, hein. Certaines figurines ont la capacité Deadly Demise avec un chiffre, donc X, listé dans leur capacité. Quand une figurine est détruite, vous lancez un dé 6 avant de le retirer du jeu. Si la figurine est à transport, on lance un dé pour l'unité embarquée aussi, enfin, pour chaque figurine embarquée. Sur un 6, chaque unité à 6 pouces de cette figurine souffre de blessures mortelles égales au X de la capacité. Donc si vous êtes Deadly Demise 6, et bah, du coup vous infligez 6 blessures mortelles à 6 pouces autour de l'unité qui explose. Voilà, donc ça c'est pareil, ça n'a pas changé. Si vous êtes Deadly Demise D3, donc c'est D3 blessures mortelles à 6 pouces, vous infligez D3 pour chaque unité. C'est pas genre vous faites une seule fois le jet et toutes les unités dans l'aire d'explosion subit le même nombre de blessures mortelles. Non, vous infligez chacun. Je pense qu'ils auraient pu un peu accélérer le jeu en disant vous lancez votre dé une fois et toutes les unités subissent le même nombre de blessures mortelles. Alors que là, on va avoir une perte de temps entre guillemets parce qu'on va devoir lancer le dé pour chaque unité. Ça aurait pu être simplifié comme ça, mais ils l'ont pas fait. Ensuite, donc, les capacités des armes. Là, ça va être intéressant. L'arme d'assaut, bon, bah, vous pouvez tirer après avoir advance. Vous avez plus le malus de touche. Rapid fire, quand vous êtes à mi-portée, vous doublez le rapid fire. In your cover, bah, vous empêchez l'adversaire de bénéficier du cover. Une liquette, donc c'est jumelé, vous relancez vos jets pour blesser. Pistolet. Donc, pistolet, on en a un peu parlé sur la phase de tir et de mêlée. Vous allez pouvoir tirer à portée d'engagement, mais vous pouvez aussi tirer sur une unité qui est engagée contre une autre si vous n'êtes pas vous-même à portée d'engagement. Je crois que la seule chose qui change par rapport à ce qu'on connaît, c'est qu'à l'heure actuelle, si vous avez des pistolets, vous devez vérifier quelle figurine est à portée d'engagement pour savoir lesquelles peuvent utiliser leur pistolet. Par contre, maintenant, je crois que c'est plus modèle, c'est unit. Cette unité est éligible pour tirer in its controlling player durant la phase de tir du joueur
qui contrôle l'unité, si elle est à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités ennemies. Alors je continue la lecture parce que je crois pas qu'il parle de modèle, il parle toujours d'unités ennemies. Donc c'est pour ça, il faudra vraiment s'informer sur la portée d'engagement, parce que là on nous dit clairement, si une unité contient n'importe quelle figurine qui est équipée d'un pistolet, l'unité est éligible pour tirer durant la phase de tir du joueur qui la contrôle, even while it is within an engagement range, même si elle est à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités ennemies. À chaque fois on nous parle d'unités ennemies et pas de figurines. Donc potentiellement à partir du moment que l'unité est à portée d'engagement, elle peut tirer avec ses pistolets. Donc si je traduis ça, on va se remettre sur TTS. Je vais même exagérer la chose en faisant ça. Voilà, j'enfile un diable. Hop, il est en socle à socle, lui il est en socle à socle, du socle à socle, et puis après je suis en cohésion d'unité. Donc là mon unité est à portée d'engagement d'une figurine, enfin d'une unité ennemie. Donc du coup toute l'unité peut tirer avec ses pistolets. Ils sont tous équipés avec un pistolet évidemment. En tout cas c'est comme ça que je comprends la règle. Donc alors qu'en V9 c'est une figurine à portée d'engagement peut tirer. Donc une figurine à portée d'engagement, il y a elle qui est à portée d'engagement et elle. Donc j'aurais que ces deux-là qui pouvaient tirer. Mais en V10 on parle, est-ce que votre unité est à portée d'engagement d'une unité ennemie? Si oui, elle peut tirer avec ses pistolets. Donc ça veut dire que ces trois-là qui en V9 ne pouvaient pas tirer, désormais peuvent tirer avec leurs pistolets. C'est quand même un changement, certes anecdotique, mais que je trouve assez important. Donc j'aurais dit, une unité qui contient des figurines équipées de pistolets, cette unité est éligible pour tirer durant sa phase de tir du joueur qui la contrôle. Even while, donc tant qu'elle est à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités ennemies. On est toujours sur le terme unité et pas figurine. Quand vous sélectionnez votre unité pour tirer, ils peuvent seulement résoudre leurs attaques de pistolet et seulement cibler une unité ennemie qui est à portée d'engagement. En toutes circonstances, un pistolet peut cibler une unité ennemie si une autre unité ennemie est à portée d'engagement d'une unité ennemie. Bref, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord avec cette interprétation. On est aussi là pour débattre. Ensuite, on a torrent. Torrent, c'est que ça touche auto. Hein. Voilà. Lethal hit, c'est juste que vous blessez automatiquement lorsque vous faites un 6 pour toucher. Ensuite, on a la lance. Donc là, on va avoir ces armes de lance et je pense que ça peut intéresser Chlorel et ses motos custodes parce que vous avez des espèces de lances dessus. Donc je suppose qu'ils auront le mot-clé lance. Donc une arme avec le mot-clé lance sur leur profil, à chaque fois qu'une attaque est faite avec cette arme, si le porteur a fait un mouvement de charge ce tour, il a +1 pour blesser. Donc du coup, ça me rappelle justement la règle des motojet custodes qui, lorsqu'elles chargent, avaient +1 pour blesser. Donc là, on retrouve en fait cette mécanique. Donc l'indirect fire, ça je vous en ai parlé, vous avez -1 pour toucher, hit roll, et vous donnez le bénéfice du couvert à l'unité que vous attaquez. Si vous n'avez pas de ligne de vue, si vous avez une ligne de vue sur l'unité que vous attaquez, vous n'avez pas ça. Hein. Vous n'avez pas le malus pour toucher, ni vous n'offrez pas le bonus du couvert. Et du coup, on en a parlé de ça. Précision, ça c'est bien. Précision, on avait vu le mot-clé, je crois que c'était sur une arme tyrannide, qui gagnait le mot-clé précision, et on savait pas ce que c'était en soi. Maintenant, on le sait, vous pouvez cibler un personnage dans une unité attachée. Donc ça peut être intéressant. Voilà, c'est à peu près tout. Hein. When targeting an attached unit, hein, quand vous ciblez une unité attachée, la figurine du joueur attaquant peut allouer l'attaque à un personnage. À partir, ah oui, il faut que le personnage soit visible du tireur. Par exemple, je sais pas, unité attachée, hop, j'ai précision avec lui, je veux tirer sur l'unité, je peux. Et vu que je ne vois pas le personnage, je ne peux pas le cibler. Par contre, si je suis comme ça, je tire sur l'unité, je vois le personnage avec précision, je peux le cibler. Oh, ça c'est une petite notion que tu apportes, Chlorel, qui est très très bonne, parce que ça, je l'ai pas capté. À chaque fois qu'une attaque est faite avec une arme qui réussit un jet pour blesser contre l'unité attachée, si une figurine personnage dans l'unité est visible de la part de l'attaquant, l'attaquant peut choisir de cibler le personnage. Ça c'est pas mal. Parce que du coup, là je reviens ici, du coup je vais prendre Space Wolf pour que ce soit beaucoup plus marquant, et je vais prendre, est-ce que j'ai un chef sur loup? Tiens, paf, j'ai un chef sur loup, dégage-toi. Voilà. Bon, je sais pas si ça peut être attaché à ça, mais on fait comme. Du coup, mon biovore, quand il va attaquer l'unité, en fait, il y a une unité de bodyguard là, et mon personnage. Vous allez faire vos jets pour blesser, c'est une notion, Chlorel, merci de ce que tu me disais. Et oui, effectivement, on peut la mettre en parallèle par rapport à notre débat plus tôt. Lorsque vous allez mettre vos attaques pour blesser, vous allez utiliser en fait l'endurance de l'unité bodyguard, et non pas l'endurance du personnage tant que vous avez encore des bodyguards. Donc eux, ils ont endurance 4, lui, il a endurance 5, si on reste sur des stats V9. Donc lui, si j'ai précision, je peux cibler le personnage, et mon jet pour blesser, je fais contre cette endurance-là, pas contre ça, parce que c'est après avoir réussi un jet pour blesser alloué à l'unité attachée, que je peux dire, bah non, les blessures, je les alloue à lui parce que j'ai la règle précision. Donc on peut truander un peu de cette manière. Donc les personnages attachés, ça va être fort, parce que si on n'a pas précision, ça me fait des points de vie en plus, avant d'atteindre le personnage. Contre, si on a précision, oulalalala, ça peut faire mal, ça peut faire très très mal. Et de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, Vanguard, c'est après avoir réussi les jets pour blesser ou après avoir fait ses jets.
pour la précision. Donc précision, c'est à chaque fois qu'une attaque est faite avec une arme qui réussit une figurine personnage et de l'unité est visible, des figurines attaquantes, alors le joueur des figurines attaquants peut choisir d'allouer ses attaques au personnage à la place de suivre la séquence d'allocation normale. C'est après avoir blessé. Alors on continue. Ensuite la règle blast, j'en ai parlé, hein, par tranche de 5 figurines, vous ajoutez plus 1 à votre jet pour tirer. Donc contre une unité de 5, vous avez plus 1, de 10, vous avez plus 2, 15 plus 3, 20 plus 4, etc. etc. La règle blast devient vraiment bonne. Petit bémol, vous ne pouvez pas tirer à portée d'engagement avec une arme blast. Ça reste toujours, même en V10. Ensuite on a la règle melta. Donc si vous êtes à mi-portée, vous ajoutez plus X dégâts en fonction de quel melta vous avez. Donc je crois qu'on a vu du fuseur qui était melta 2, vous ajoutez plus 2 si vous êtes à mi-portée. Et c'est très bien de faire comme ça parce qu'on peut faire des variantes d'armes à fusion où vous avez peut-être plus 1 ou plus 3. C'est plutôt cool après en termes de création d'armes. Arme lourde, où je trouve ça intéressant que lorsque vous avez une arme lourde, c'est si vous avez le mot-clé infanterie, vous avez moins 1 pour toucher et vous avez bougé. Là, c'est beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'on n'applique plus de malus, vous pouvez bouger et tirer avec une arme lourde, vous n'avez pas de malus. Par contre, à l'inverse, si vous êtes resté stationnaire, donc vous n'avez pas bougé, vous avez plus 1 pour toucher. Ça c'est cool parce que ça peut permettre, c'était en tyrannide avec le rupture canon où il touche à 3+, et du coup ça peut toucher à 2+, s'il bouge pas, donc ça amène un peu plus de fiabilisation. Hasardous, et là ça change. On connaît tous l'arme à plasma. Lorsque vous surchargez sur un 1, soit vous êtes détruit, soit votre figurine est détruite, ou en fonction des unités, vous allez prendre des blessures mortelles. Enfin, une blessure mortelle par surcharge. Maintenant, le hasardeux, il se gère différemment. À chaque fois qu'une unité est sélectionnée pour tirer ou combattre, si elle a une ou plusieurs figurines qui attaquent avec une arme hasardous, alors après que cette unité ait résolu toutes ses attaques, donc vous faites vos tirs de plasma. Une fois que vous les avez faits, qu'il a fait ses sauvegardes, que vous avez alloué les blessures et que vous avez fait potentiellement des blessures, enfin des pertes de points de vie, des figurines détruites. Une fois que vous avez tout résolu, vous devez faire un test hasardeux pour chaque arme hasardeuse. Et vous lancez un des 6. C'est-à-dire que ce n'est plus en fonction du résultat à votre jet de touche. Par exemple, si vous avez 4 tirs de plasma, c'est plus sur ces 4 tirs. Si vous faites 1, vous prenez des trucs dans la tronche et vous faites vos tirs, vous les résolvez. On s'en fout de votre résultat de touche, etc. Faites vos touches, vos blesses, vos sauvegardes, vos PV en moins, les morts, etc., etc. Et après, vous allez lancer un dé par figurine. Et là, si vous faites 1 sur votre test, oui, vous prenez 3 blessures mortelles, mais c'est seulement si vous êtes personnage, monstre ou véhicule. Vous n'avez pas ces mots-clés, votre figurine est détruite. Je sais pas, j'ai 5 figurines avec une arme hasardeuse qui font 5 tirs. Je lance mes tirs, voilà, patati patata, je blesse, il fait ses sauvegardes, il perd 3 points de vie. Vu que j'ai eu 5 figurines qui ont tiré, je vais lancer un dé par figurine, donc 5, parce qu'ils sont 5. Je lance le dé, et là je fais un 1. Vu que ma figurine ici, cette unité-là, avec leur arme hasardeuse, ne sont pas personnages, monstres ou véhicules, vu que j'ai fait un 1, il y en a un qui meurt. Par contre, et c'est là où du coup les personnages avec des armes hasardeuses vont être intéressants. Si c'était lui qui tirait, je sais pas, genre il a un pistolet qui fait 3 tirs, admettons. Là, je fais mes jets de touche, mes jets pour blesser, mon adversaire fait ses sauvegardes, il perd un point de vie. Ok, voilà, j'ai eu qu'une figurine qui a fait son tir avec son arme hasardeuse. Vu que j'ai qu'une figurine, je lance qu'un dé, je lance, j'ai pas fait un, donc c'est bon, ça va. Par contre, si j'avais fait un POC, là je subissais 3 blessures mortelles, parce que je suis personnage. Et ça, du coup, ce sera pareil pour les véhicules et les monstres. Et je trouve ça bien pour les monstres et les véhicules en particulier. Donc, ce que j'aime dans cette mécanique des armes hasardeuses, des armes à plasma, majoritairement, hein, je pense, ça va être le côté où il n'y a pas de pression à les utiliser. C'est-à-dire que là, on est sur un juste milieu entre eux. Elles peuvent être performantes en surcharge. Ok, je prends le risque en faisant un 1 pour ma figurine, en faisant mon test, de la perdre, mais c'est moins punitif que dans les anciennes versions où c'était au moindre jet de touche, je pouvais perdre une figurine. Et du coup, ça devenait un peu folklorique dans le sens où, vu qu'on était sur des versions où on avait beaucoup de relances, que ce soit des relances D1, des relances complètes, et bien là, maintenant, il n'y a plus cette notion de relance. Vous prenez vraiment un risque en utilisant des unités avec des armes hasardeuses. Par contre, ça peut rendre les figurines, les unités avec une figurine unique, genre les psycheurs, qui font leur pouvoir psychique avec le mode focus overpower, beaucoup plus intéressant parce que du coup, vous allez faire vos tirs et vous ne lancerez qu'un dé parce que c'est juste
une figurine qui fait un test. Et donc là, on est vraiment sur le juste milieu où les armes hasardeuses sont puissantes, sont ultra rentables sur les personnages et restent intéressantes dans les unités quand vous avez plusieurs armes hasardeuses. Donc j'aime beaucoup un peu ce juste milieu qui est fait. Le Sustained Hit, c'est vous faites des touches additionnelles en plus lorsque vous faites un 6 pour toucher, donc un critical hit. Et donc si c'est Sustained Hit 1, vous ajoutez une touche additionnelle, si c'est 2, c'est 2, 3, etc. Ensuite, on a la notion d'extra attaque, et ça on l'a vu dans le Faction Focus. Alors on le voit particulièrement dans le Faction Focus, il y a Démon du Chaos, il me semble, avec l'arme du démon majeur de Nurgle, mais on le voit aussi beaucoup sur Belisarius Call dans le Faction Focus Adeptus Mechanicus, où du coup on voit des armes avec extra attaque. Donc en fait, extra attaque, c'est que vous faites des attaques supplémentaires avec le profil de l'arme en question, en plus des attaques classiques de votre personnage. Voilà, le porteur peut faire des attaques avec cette arme en addition, donc en plus des autres armes dont il peut faire des attaques. Ensuite, on a Devastating Wounds. Et écoute, vous infligez votre caractéristique de dégâts en blessure mortelle sur un 6 pour blesser. Donc si vous êtes dégâts 4, vous faites un 6 pour blesser avec une arme ayant cette règle, Devastating Wounds, sur un 6 pour blesser. Si vous êtes dégâts 4, vous infligez 4 blessures mortelles, qui est ultra fort. Parce que je vous rappelle, lui qui arrive là, qui engage mes Space Marines, il est dégâts 4. Normalement, il inflige 2 blessures de dégâts 4 et du coup, lui, il a 2 points de vie. Dégâts 4, il tombe à moins 2 points de vie, donc il meurt. Lui, c'est pareil. Et en fait, le restant de dégâts n'est pas split sur les autres. Alors que là, s'il me fait 2 blessures, dont une qui est Devastating Wounds, où il a fait un 6, par exemple, il me fait dégâts 4 là, classique, et là, il me fait Devastating Wound avec son dégâts 4, c'est 4 blessures mortelles, donc ça fait 2 PV ici et 2 PV ici, parce que les blessures mortelles doivent se split sur les figurines. Donc, je trouve que Devastating Wound, ça va être une capacité d'arme qui va vraiment être excellente à partir du moment où vous êtes dégâts 2, 3, 4, en tout cas, vous êtes au-delà du dégât 1. Ensuite, on a la règle anti aussi, qui est très très bon. En fait, par exemple, si vous êtes anti-véhicule, je sais pas, à 4+, ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où vous faites un résultat 4, 5 ou 6 sur votre dé pour blesser contre l'unité en question, donc si c'est anti-véhicule que vous faites ça contre un véhicule, en fait, votre blessure, elle devient critical wound. Donc ça veut dire que c'est comme si vous faisiez un 6 non modifié pour blesser, mais en faisant un 4. Donc anti-véhicule 4+, vous blessez les véhicules sur 4+, vous faites une critical wound, donc une blessure critique. Et du coup, si derrière vous avez anti-véhicule 4+, et en plus vous êtes devastating wounds, ça veut dire que sur du 4+, vous allez mettre des blessures mortelles au véhicule. Anti-véhicule 3+, donc ça veut dire que vous réussissez à blesser le véhicule sur 3+. Peu importe votre force. 3+, c'est une réussite auto. Parce que, n'oubliez pas, le critical wound, le 6 non modifié pour blesser, est forcément une réussite. Ça s'appelle un critical wound. Donc du coup, vous réussissez à blesser les véhicules, peu importe la force, sur du 3+, avec le Shen Fist. Par contre, si on avait le devastating wounds en plus, ça voulait dire que les dégâts 2, vous mettriez des blessures mortelles, pas les critical wounds. Et vu que anti-véhicule 3+, c'est critical wound à 3+, sur du 3+, c'était 2 BM à chaque fois. Et donc, bon là, il l'a pas, tant pis, mais c'est plutôt cool. Parce qu'on voit l'endurance des véhicules qui augmente de plus en plus, leur endurance 12, avec une force 8 de base, vous blessez à 5+. Donc c'est fort possible que le Shen Fist devienne intéressant. Limite peut-être plus que le marteau tonnerre. Donc je disais, Captain Octavius, on peut voir, c'est combat patrouille datasheet, donc il peut y avoir des modifications. On peut voir sur la deuxième partie en bas à droite le Thunderhammer et Devastating Wounds, donc il peut infliger ses blessures mortelles sur des 6 pour blesser, et du coup il passe dégâts 2 et non pas dégâts 3. Donc là on a un nerf du marteau tonnerre, mais il touche à 3+, donc il a quand même son -1 pour toucher globalement le capitaine, parce qu'on sait que les capitaines touchent à 2+, normalement, et on le voit avec le Power Fist, la Relic Blade et les griffes éclairs, donc les griffes éclairs qui ont jumelé, donc qui blessent, qui relancent leur jet pour blesser, donc ça c'est cool, et qui ont beaucoup plus d'attaque que le reste, et le Shen Fist qui est anti-véhicule 3+. Donc du coup là, entre marteau tonnerre et Shen Fist, va y avoir un peu une concurrence, parce qu'en termes de stats, on est identique. On fait le même nombre d'attaques, 5, on touche de la même manière, 3+, donc je présume pour les Terminators, 4+, force 8, PA-2 et dégâts 2, les deux. Le marteau tonnerre a la capacité de mettre des blessures mortelles sur des 6 pour blesser, mais vu qu'il n'est pas anti-véhicule quelque chose, ça fait mal. Alors que le Shen Fist est un véhicule anti-véhicule 3+, donc peu importe la force contre l'endurance, il blesse à 3. Donc va vraiment y avoir, je pense, de la statistique à faire par rapport à ça, à savoir est-ce que le Shen Fist est mieux que le marteau tonnerre, parce que à stat équivalente, est-ce qu'on préfère avoir le Devastating Wounds ou l'anti-véhicule? Parce que c'est pareil, si on a un personnage leader, et lorsqu'il rejoint une unité, il donne le Devastating Wounds, en fait, le Shen Fist est largement meilleur. C'est-à-dire que contre les véhicules, sur du 3+, vous faites de la Devastating Wounds. Et là, ça rend le Shen Fist ultra fort. Inversement, si vous êtes en Thunder
Warhammer et que vous avez un personnage qui vous amène à anti quelque chose, potentiellement le marteau sera meilleur. Donc je pense que ça va être très intéressant de voir la différence entre les deux. Alors, Deployment Ability. Bon, Deep Strike, on peut pas arriver à plus de 9 pouces horizontalement d'une unité ennemie. Si vous le faites à l'une de vos étapes de renfort, durant votre phase de mouvement, vous pouvez faire venir n'importe où sur le champ de bataille à plus de 9 pouces horizontalement de toute figurine ennemie, votre unité. Du coup, vous transmettez aussi votre mot-clé au transport dédié s'il transporte uniquement une unité. Alors, par exemple, vous prenez un Rhino, vous prenez des scouts Space Marine qui ont la règle scout, je sais pas, genre 6 pouces, je sais plus ce que c'est. Vous prenez un Rhino, vous mettez 5 scouts dedans, vous pouvez donner à votre transport dédié le scout. Par contre, vous pouvez pas le faire si, en plus des 5 scouts Space Marine, vous avez une escouade tactique de 5 Space Marine dans votre Rhino. En fait, il faut que dans votre transport dédié, vous n'ayez qu'une unité avec la règle scout. Si vous avez une autre unité qui n'a pas cette règle, vous ne pouvez pas le transmettre au transport. Voilà. Donc, plutôt cool. Donc, ce sera surtout joué, je pense, avec les scouts et Land Speeder Storm côté Space Marine. Une petite mécanique qui reste très intéressante. Et bien sûr, quand vous faites votre mouvement scout, vous pouvez pas finir à moins de 9 pouces ou moins des unités ennemies. Ensuite, on a infiltrateur, bah ça change pas. Hein. Vous devez être, c'est au moment du déploiement, vous déployez vos unités tout en respectant le fait d'être à 9 pouces, à plus de 9 pouces de la zone de déploiement ennemi et de toute figurine ennemie. Ça change pas. Leader, on en a bien parlé déjà et on a fait le focus sur l'histoire de l'endurance des bodyguards et du personnage. Donc pas de souci. Et on arrive au stratégique réserve. Quelques changements. Alors, suivant la taille de bataille que vous utilisez, donc incursion, strike force et onslaught. Donc déjà maintenant on est à 500 points de réserve. Donc si on joue toujours sur un format à 2000 points, et je pense pas que ça change, du coup ça veut dire que maintenant on ne peut mettre que 25% de notre effectif de points global de la liste en réserve. Alors qu'en V9 c'était 50%. Donc on pouvait mettre 1000 points. Donc ça change pas mal de choses. Potentiellement on peut mettre 500 points en réserve stratégique. Vu que les Terminators vous pouvez les mettre en Deep Strike, vous pouvez mettre 500 points plus du coup tout ce qui est unités qui peuvent être mis en Deep Strike. Donc réserve stratégique plus Deep Strike. Vous avez 500 points maximum de réserve stratégique. Mais si vous avez des unités qui ont la règle Deep Strike ou que sais-je, et bah du coup vous pouvez les mettre en plus de vos 500 points. En tout cas c'est comme ça que je comprends. And so these rules, donc ces règles ne sont pas appliquées, do not apply, aux unités qui utilisent d'autres règles que celles du départ de bataille pour être mises en réserve, exemple Deep Strike. Les unités à la place sont setup comme décrit dans leurs règles. Ok, donc c'est cool. Donc finalement, même si les Terminators coûtent 300 points, on peut mettre 500 points plus la Deep Strike de 300 points de Terminator. Et puis voilà. Donc ça c'est cool. Et c'est vrai qu'on a quand même une baisse globale par rapport à la V9. Est-ce que en vrai c'est pénalisant? Ah, il y a les démons peut-être qui arrivaient à mettre plus de 500 points en réserve stratégique. Ouais, mais ils avaient leur frappe démoniaque, donc c'était une autre règle. Non, je pense qu'ils auront Deep Strike, les démons. Il me semble que dans les versions précédentes, ils avaient justement la règle Deep Strike, mais il pouvait arriver que d'une certaine manière, il y avait une histoire de quart de table, quelque chose comme ça. Ok, donc bon, en tout cas, on a une baisse, on passe de 1000 points à 500 points. Donc on nous dit la manière dont on peut arriver des réserves stratégiques, ça n'a pas changé. On ne peut pas arriver au tour 1, on peut arriver à partir du tour 2, mais on est entièrement à 6 pouces d'un bord du champ de bataille, mais sans être dans la zone de déploiement adverse. Et à partir du 3e tour de bataille, on peut être n'importe où sur le champ de bataille, mais à 6 pouces d'un bord du champ de bataille. Donc on peut même être dans la zone de déploiement adverse. Voilà, ouais, c'est ça. En V9, en fait, à partir du tour 3, vous devez être entièrement à 6 pouces de n'importe quel bord du champ de bataille, mais pas le bord du champ de bataille ennemi. Et là, justement, on l'a enlevé ça. Donc on s'en fout. Bien sûr, vous devez toujours être à plus de 9 pouces des figurines ennemies. Donc ça, c'est une petite notion qu'on oublie, et tant mieux parce que c'était assez chiant. Donc ça, c'est ok. Et là, on passe au stratagème. Donc bon, il y a des catégories de stratagèmes, ça, j'ai pas trop compris à quoi ça sert. C'est plus par rapport, ouais, il y en a certains qui sont plus liés à des capacités, d'autres à des équipements, mais en fait, il suffit juste de voir les mots-clés qu'on a sur notre fiche technique, et puis on regarde par rapport au stratagème et basta. Je pense que ce sera plus par rapport à des capacités qui vous disent, bah, pour tel type de stratagème, comme on a pu le voir en V9, avec l'Adeptus Mechanicus, en fonction de l'amélioration de personnages de technoprêtres que vous mettiez, donc artisan, Maggie, Logi, où justement vous pouviez utiliser un type de stratagème une fois par bataille à 0 point de commandement. Donc, je pense que là, on sera un peu dans le même type. Donc, bien entendu,
on utilise des PC, donc on a la commande reroll qui revient. Qui revient donc quand c'est à n'importe quelle phase, juste après avoir fait un jet de touche, un jet de bless, de jet de damage, de sauvegarde, d'advance, de charge, de test de desperate escape, et ça c'est intéressant, ou de hazardous test. Ah, on peut relancer un test hasardeux. Ou juste après avoir lancé un dé de détermination du nombre d'attaques fait par une arme pour attaquer que ce soit la figurine ou l'unité de votre armée. Donc, effet, vous pouvez relancer un jet, un test ou une sauvegarde. Donc Saving Throw, c'est aussi les invulnérables. Alors par contre, on relance pas un Battle Shock test. On a le jet de touche, blessé, damage, sauvegarde, advance, charge, desperate escape, donc ça c'est quand vous désengagez, hazardous test, ou une détermination de dégâts, mais le Battle Shock test, il ne peut pas être relancé. Donc ça veut dire que toutes les capacités, vous savez, qu'on trouvait pas ouf sur Abaddon, pas Marneus Calgar, Reboot Gilliman, qui vous disait, ouais, vous pouvez relancer vos tests de leadership de Battle Shock, ça gagne un peu d'intérêt. Par exemple, si vous jouez contre Tyrannide, où une fois par bataille, ils peuvent dire à toutes vos unités sur le champ de bataille, vous faites un Battle Shock test, bah, sans relance de commandement, vous allez commencer à vous dire, ok, je vais me faire paralyser une grande partie de mes unités, parce que pour un PC, avec la commande reroll, je ne peux pas relancer de Battle Shock test. Mais par contre, le désengagement désespéré, ça c'est bon, je peux le reroll. Donc du coup, il y a certaines capacités d'aura qu'ont certaines figurines pour relancer les tests de Battle Shock qui vont être très intéressantes pour le coup. Ensuite, on a le stratagème counter-offensive. Bon, ça n'a pas vraiment changé en termes de mécanique. C'est durant la phase de combat, juste après qu'une unité ennemie est combattue, vous pouvez activer une de vos unités pour combattre. Donc ça va être bien dans l'ordre d'activation. Si vous avez des unités qui vont d'abord se faire taper dessus avant de pouvoir s'activer, et ben vous allez pouvoir utiliser au moins pour l'une d'elles ce stratagème pour pouvoir l'activer et infliger les dégâts avant que vous ne puissiez les subir. Donc il y aura toujours une espèce d'alternance sur les activations. Après, on n'en sait pas plus en termes d'activation qui commence par quoi. Ensuite, on a le stratagème Epic Challenge. Donc ça, c'est quelque chose qu'on revoit d'anciennes versions où lorsque vous aviez des personnages engagés en mêlée, vous pouviez défier un personnage adverse et du coup, vous faisiez un espèce de combat l'un contre l'autre. Donc ça revient, mais sous une forme de stratagème qui est Epic Challenge. Donc durant la phase de combat, si vous avez une unité personnage de votre armée qui est à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités attachées et qui est sélectionnée pour combattre, vous ciblez une figurine personnage de votre unité et jusqu'à la fin de la phase, toutes vos attaques de mêlée faites par votre figurine ont la capacité précision, ce qui vous permettra justement de taper le personnage adverse. Il est dans une unité attachée. Normalement, vous ne pouvez pas cibler si vous n'avez pas précision. Donc, plutôt cool. Si vous avez un gros personnage, ça peut être sympa. Insane Bravery, ça vous permet, après d'avoir fait un test de Battle Shock, donc ce qui est plus intéressant, il me semble, qu'en V9, votre stratagème, vous deviez le faire avant de faire le test. Ouais, c'est ça. En V9, c'était utiliser ce stratagème avant de faire votre test de morale, alors que maintenant, c'est donc à l'étape de Battle Shock Step dans votre phase de commandement, juste après avoir raté un test de Battle Shock, vous pouvez utiliser du coup ce stratagème et ça vous permet en gros de réussir automatiquement votre test de Battle Shock. More that once in the same phase. Très bien, donc on peut le faire qu'une fois par phase, donc une fois par tour. Très bien, non, on peut pas dire, attends, j'ai 5 unités qui sont Battle Shock, allez paf, je crame 5 CP dans la même phase et comme ça, je suis tranquille. Non, vous pouvez le faire qu'une fois. Je vais juste me rassurer par rapport à ça. Donc très bien, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il coûte plus qu'un point de commandement, alors qu'en V9, il coûtait 2. Ensuite, on a le Fire Overwatch. Là aussi, on a du changement, pas des moindres. Quand vous pouvez l'utiliser, soit durant la phase de mouvement adverse, ou à sa phase de charge. Fire Overwatch, anciennement, c'était phase de charge adverse. Là, on rajoute la phase de mouvement. En fait, c'est le setup. Juste après qu'une unité ennemie est setup, ouais, si, c'est arrive. Donc, en gros, arrive de Deep Strike. Elle est setup, donc c'est qu'elle est mise en jeu. Ou alors qu'elle ait fait un mouvement normal, d'advance, battre en retraite, mouvement de charge. Donc pour un point de commandement, quelqu'un qui arrive des réserves stratégiques, vous pouvez Overwatch dessus et vous pouvez activer le stratagème à ce moment-là. Target, qu'est-ce que vous pouvez cibler? Une unité de votre armée qui est à 24 pouces d'une unité ennemie qui est éligible pour se faire tirer dessus comme en phase de tir. Donc une unité à 24 pouces qui arrive du champ de bataille, qui bouge, qui advance, désengage, fait un mouvement de charge, à 24 pouces, vous pouvez lui tirer dessus. Il commence ou qu'il finisse son mouvement. Donc ça ouvre un panel qui est insane. Votre unité peut tirer sur l'unité ennemie comme si c'était sa
phase de tir. Restriction. Jusqu'à la fin de la phase. À chaque fois qu'une figurine de votre unité fait une attaque à distance, sur un jet non modifié de 6, vous réussissez à toucher. Peu importe votre ballistic skill ou n'importe quel modifieur. Donc, si vous avez des -1 touchés, on s'en fout. Sur un 6, vous réussissez votre jet pour toucher. Et vous pouvez utiliser ce stratagème qu'une fois par tour. Donc ça veut dire si vous l'utilisez à la phase de mouvement, vous ne pouvez pas l'utiliser à la phase de charge. Si vous ne l'avez pas utilisé à la phase de mouvement, vous pouvez l'utiliser à la phase de charge. Donc, est-ce que vous voulez l'utiliser au moment où une unité arrive en deep strike, en réserve stratégique? Est-ce que vous voulez l'utiliser quand une unité bouge, advance, ou se désengage? Car quitte en plus à subir un test de Desperate Escape où il va perdre peut-être une ou deux figurines et derrière se prendre une phase de tir où vous touchez sur du 6+. Donc non, je trouve que le stratagème Fire Overwatch est ultra fort. Et là où je me dis ça peut être ultra n'importe quoi, ça va être quand le codex TOW va sortir. Parce qu'à l'heure actuelle, les TOW peuvent tirer à portée d'engagement avec leur Battle Suit. Donc je me dis, le gars, il va pas chercher à se désengager parce qu'il veut pas se prendre des tests de désespoir. Il désengage pas, c'est pas grave. Il va nous tirer dessus. En plus, si je le désengage, il peut payer un PC et me tirer dessus. Là, tu fais what the fuck, bro? Et si en plus il a des règles en mode, quand je Fire Overwatch, quand je fais mon Overwatch, au lieu de toucher à 6, je touche à 5. Et si derrière il gagne des relances, et là tu fais ouh, il peut y avoir du n'importe quoi. Il peut y avoir du n'importe quoi. Donc à voir. À voir ce que ça va donner. Ensuite, on a le stratagème grenade. Donc durant votre phase de tir, l'unité a une grenade, si l'unité de votre armée a une grenade et qui n'est pas à portée d'engagement. Ça, c'est peut-être un truc que je trouve dommage dans ce stratagème. Ils auraient pu laisser la possibilité à une unité de l'utiliser même à portée d'engagement parce que des fois, on peut avoir des unités qui sont faibles contre d'autres et du coup, la seule solution serait la grenade parce qu'on voit dans les faits sélectionner une unité ennemie qui n'est pas à portée d'engagement de l'unité de votre armée, qui elle est à 8 pouces. Donc du coup, on gagne une petite distance de 2 pouces supplémentaires des grenades. Normalement, lorsqu'on tire avec la grenade, c'était 6 pouces. Là, on passe à 8 quelque part. Et visible de votre unité de grenade, on lance 6 dés. C'est-à-dire que même si vous avez qu'une figurine avec une grenade, vous lancez 6 dés. Et sur 4+, c'est une blessure mortelle. Donc en gros, vous infligez en moyenne 3 blessures mortelles. 6 divisé par 2, vu que vous réussissez sur 4+, ça fait 3 blessures mortelles. Donc ils auraient pu laisser, comme quoi on peut l'utiliser à portée d'engagement, c'est pas non plus de fou, quoi. Ensuite, on a Go to Ground, avec, pour un PC, durant la phase de tir adverse, seulement pour une unité d'infanterie. Jusqu'à la fin de la phase, toutes les figurines de votre unité ont une sauvegarde invulnérable à 6+, et ils bénéficient du couvert. Donc, why not? Donc, c'est pas mal parce que si c'était juste bénéficier du couvert, il suffit d'avoir une PA suffisamment forte pour vous enlever la sauvegarde. Et donc là, dans tous les cas, au pire, vous avez une invue à 6. Donc ça, c'est un stratagème qui peut être très très fort dans la garde impériale parce qu'on a vu les troupes de choc cadiennes qui maintenant montent leur effectif à 20 figurines. Et donc, avec les stratagèmes potentiels ou les ordres qu'ils peuvent avoir, ça peut donner des trucs assez violents. Ensuite, on a Talk Shock. Ça doit être un stratagème que j'aime beaucoup. Donc, c'est pendant votre phase de charge, quand sur une unité véhicule de votre armée, donc qui charge, jusqu'à la fin de la phase, après que votre unité ait fini son mouvement de charge, vous sélectionnez une unité ennemie à portée d'engagement de celle-ci. Quand vous sélectionnez l'arme de mêlée de votre unité dont elle est équipée, vous lancez un nombre de dés égal à sa caractéristique de force. Juste comme ça, par exemple, il est où le rhino? Je prends le Land Raider. Le Land Raider qui charge sur son attaque de mêlée, il est force 8. Donc ça veut dire que vous lancez 8 dés. Eh bien, on lance 8 dés. Si ma caractéristique de force est plus grande que l'endurance de ma cible, il y a des chances, si je tape si je charge de l'infanterie, eh ben je roule 2 dés en plus. Donc force 8, si ma force est supérieure, au lieu de lancer 8 dés, j'en lance 10. Et pour chaque 5+, j'inflige une blessure mortelle, jusqu'à un maximum de 6. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chevaliers impériaux, on va voir demain, eh ben va falloir voir aussi la caractéristique de force de ces véhicules. Parce que s'ils ont le mot-clé, en fait, il y a écrit Tank Shock, mais il suffit d'avoir le mot-clé véhicule, en fait. Donc si vous avez le mot-clé véhicule sur un titan, si vous êtes force 24, vous lancez 24 dés. Bon, il y a des chances que votre force soit supérieure à l'endurance. Donc vous lancez 26 dés. Sur du 5+, vous mettez une BM. Donc, jusqu'à un maximum de 6. Mais en plus des attaques du machin, c'est plutôt sympa. Hein. Et alors attendez, parce qu'ils disent... Ouais, non, c'est une target, c'est une unité véhicule. Ensuite, on passe au smoke screen. Alors, smoke screen, qu'est-ce que c'est? Donc c'est pendant la phase de tir adverse, logique, et sélectionner une cible. Une unité avec le mot-clé smoke de votre armée a été sélectionnée comme cible d'une attaque. En effet, jusqu'à la fin de la phase, toutes les figurines de cette unité bénéficient du couvert et gagnent la capacité stealth. Et là, on a vraiment un up, en fait, du stratagème smoke screen qui, avant, donnait juste un -1 pour être touché. Maintenant, ça donne -1 pour être touché via la capacité stealth. Donc c'est si vous êtes à plus de 12 pouces, vous faites tirer
tirez dessus à plus de 12 pouces, vous infligez un -1 pour être touché. Et en plus, potentiellement, si c'est une arme qui a pas une PA 0, bah vous allez gagner votre... Enfin, PA 0 parce que je pense toujours en Space Marine avec une sauvegarde à 3+. Mais de base, si vous n'avez pas un Space Marine avec une sauvegarde à 3+, ou mieux, vous allez avoir un +1 à la sauvegarde. Donc vraiment, très bon stratagème. Et du coup, ça veut dire que les Rhinos, ils ont le mot-clé Smoke. Donc le Rhino, qui a une sauvegarde à 3+, du coup, vous allez faire un -1 pour le toucher. Et en plus, si vous êtes, je sais pas, si vous avez une arme PA -1, il va rester sur sa sauvegarde à 3+, parce qu'il va gagner un bonus de +1 à la sauvegarde. PA -1, donc 2+, devient 3+. C'est très bon stratagème. Rapid Ingrace, on l'a vu à la fin de la phase de mouvement adverse. Unité de votre armée qui est en réserve. Vous pouvez la faire venir sur le champ de bataille comme si c'était votre étape de renfort. En restriction, c'est vous pouvez faire ce stratagème et faire venir votre unité seulement si de base elle pouvait venir. Donc genre si c'est tour 1 qu'elle est en réserve stratégique, elle peut pas venir tour 1. Donc je sais pas, imaginons une unité de Terminator qui arrive tour 1. Bah, votre unité de réserve stratégique, vous pouvez pas faire de Rapid Ingrace parce que tour 1, la réserve stratégique, vous ne pouvez pas venir. Voilà, vous pouvez pas chanter en fait ce genre de restriction. Et enfin, l'intervention héroïque qu'on n'a pas vue sur les étapes de phase de charge, du coup qui potentiellement n'existe plus à l'état naturel, natif, c'est-à-dire dans les règles de base. Là, c'est sous forme d'un stratagème, donc pour 2 points de commandement, donc c'est assez cher. Donc, durant la phase de charge adverse, juste après que les unités ennemies, donc vous devez attendre que votre adversaire finisse tous ses mouvements de charge, vous sélectionnez une unité de votre armée qui est à 6 pouces d'une unité ennemie and will be eligible to declare a charge, et qui peut être éligible pour déclarer une charge contre l'unité ennemie comme si c'était votre phase de charge. Effet, votre unité maintenant déclare une charge en ciblant uniquement l'unité ennemie et vous résolvez cette charge comme si c'était votre phase de charge. Donc là on se dit du coup bonus de charge, vu que c'est une charge, bonus de charge, donc combattre en premier, et là on nous rajoute restriction. Vous pouvez déjà seulement sélectionner une unité véhicule de votre armée s'il a le mot-clé Walker, donc je pense que les chevaliers impériaux, les dreadnoughts, bref, que sais-je encore, pourront faire des interventions héroïques. C'est unité, c'est pas personnage, hein, c'est unité. En tout cas, on nous met une note, that even if this, même si la charge est un succès, votre unité ne reçoit pas le bonus de charge ce tour, donc il ne reçoit pas le fight first. Donc voilà, on a un stratagème, maintenant l'intervention héroïque est de 6 pouces en gros, c'est compté comme une charge, mais vous n'avez pas les bonus de charge. Donc imaginons en V9, un Space Marine qui normalement quand il charge fait une intervention héroïque ou est chargé, reçoit un bonus de plus d'une attaque, donc c'est un bonus de charge, ce bonus il ne l'aurait pas en V10. Il existait, mais je pense pas qu'il existe. Et voilà, on a fini là-dessus.